Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça, votre podcast hebdomadaire, bi-hebdomadaire même maintenant, pour parler de l'actualité de l'OGC, une actualité de plus en plus chargée, puisque en plus de la fin de saison, c'est forcément le début du mercato, changement d'entraîneur, changement de projet sur 3 ans, on va en parler tout à l'heure évidemment, pour m'accompagner dans ce numéro et revenir sur tout ce qui a fait le week-end et le début de semaine du gym. C'est Cédric. Comment ça va, Cédric ? Bah ça va Sky, salut Brice, salut tout le monde. Ça va, écoute, voilà. Bon, du coup, voilà, spoiler total, et Brice aussi également qui m'accompagne. Voilà. Mais tu le laisses même pas se faire désirer et tout. Bah, grande surprise, on sait jamais si t'es là ou pas, donc il y a quand même un mini enjeu. Un mini suspense. Il y a des gens qui lancent le podcast juste pour se dire est-ce qu'il y a Brice cette fois, hein. Et après il coupe. Ah écoute. Non, il y a que les deux cons, allez hop, ça zappe. Voilà. On pense mais moi c'est ce que je fais hein. Quand je suis pas dans le podcast. On pense à Hubert et Pépito hein, qui quand Monsieur Loyal n'est pas là sont très tristes. Monsieur Loyal. Le super-héros des temps modernes. Enfin, Loyal sauf envers son club hein, parce qu'il est à moitié pour Nice, à moitié pour Marseille, à moitié pour on sait pas très bien. Il lâche des petits noms, des petits on tout le temps. Calomnie. Bon allez, maintenant que l'ambiance est posée, voilà qu'on est bien tendu tout ça, on va faire notre petite revue de presse, une revue de presse assez chargée, ça y est, les passes décisives reviennent et puis c'est amené à être de plus en plus fréquent, je pense, avec le début du mercato qui va devoir se décider probablement très vite avant notre départ à tous pour l'Euro 2021. On va commencer peut-être par notre point Galtier. Je pense que ça vous manque. À chaque fois, on ne parle pas assez de notre fil rouge. Voilà, donc faut vraiment qu'on fasse un jingle genre Dallas ou Côte Ouest, un truc comme ça, tu vois. Ouais, ça va, on va réussir à le faire. Hein. Enfin, bon, après, il reste que 2 journées, hein, donc après, ça va commencer à officialiser. Donc, espérons qu'on n'ait pas beaucoup à attendre après la fin du championnat. Normalement, non, hein, d'après les sources bien informées, c'est-à-dire Nice Matin, on devrait connaître dans la semaine qui suit ou au grand maximum la semaine d'après, celle début juin. Le nouveau nom du nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Bon, alors, nous, on va parier sur Christophe Galtier pour l'instant parce que c'est un peu ce qu'on nous donne à manger. On n'est jamais à l'abri d'une surprise à la Rivera et Fournier, certes. Dans ce sens, justement, nos amis de France Bleu Azur, on salue Maxime Baquier, qui est déjà passé dans notre émission avec plaisir, qui ont révélé en fin de semaine dernière que Christophe Galtier était en négociation avancée avec le Napoli, que sa décision entre le Napoli et l'OGC Nice n'était pas encore faite et que du coup, il se permettait un peu de négocier des deux côtés avant de prendre sa décision. Une information qui va à l'encontre de celle qu'on avait donnée, qu'on avait relayée, de Radio Kiss Kiss, la radio napolitaine, où le président de la dite radio, le président de la dite radio avait dit que Naples c'était mort et qu'il allait à Nice. Mais voilà, un petit coup de pression là du coup. Est-ce que vous voyez de façon Galtier arriver à Naples ou là on se doute qu'on est peut-être dans les derniers stages de la négociation avec l'OGC Nice plutôt. Là je vous demande vraiment votre feeling hein, parce qu'on n'a pas plus d'infos que celle. On joue le ping-pong entre les différents échos qu'on a Qui ait des contacts avec Naples, c'est possible. Après, qui en ait eu même, tu vois. Voilà, qui en ait eu, qui veuille y aller et qui lui propose potentiellement ce que Nice lui propose, je suis moins sûr. Voilà. Peut-être que Galtier veut peut-être se rapprocher de sa famille. Hein. C'est un avis qui est totalement le mien seulement, mais avec un salaire conséquent, se rapprocher de sa ville de naissance. Et puis le fait qu'il connaisse très bien la Ligue 1 et qu'il soit maintenant, qu'il ait fait plus que ses preuves, hein, parce qu'il va potentiellement être champion comme on l'a dit. Donc, est-ce qu'il va prendre le risque d'aller à Naples dans une atmosphère un peu quand même sympa et dans un championnat qu'il ne connaît pas, ou plutôt rester sur une dynamique qu'il connaît bien, avec un très bon salaire, avec un groupe qui doit déjà un petit peu connaître, avec Fournier qui est son pote. Voilà, ça, je pense que la balance penche peut-être un peu plus vers notre côté, mais après tant que c'est pas fait. Ah, ça va être compliqué, je pense. Là, on va vivre des semaines un peu compliquées où on va entendre de tout. Et je suis un peu d'accord avec Bada. Je pense que après que Naples puisse mettre le même montant que Nice, moi, ça me choquerait pas. C'est quand même un gros club, etc. Mais ouais, je donnerais plus la tendance du côté de Nice plutôt que Naples. Naples, putain, il faut y aller quand même. Hein. Ouais, tu as l'urgence de te faire virer par De Laurentiis très très rapidement. Voilà, aussi, c'est surtout ça, parce que Naples est une magnifique ville. Un magnifique club, tout ça. Hein, mais oui. Ouais, mais c'est vrai en plus. Non, mais ça, mais après, c'est une atmosphère. Non, mais dans le sens Nice aussi, c'est pas mal comme ville, wesh. Déjà.
Non, mais ça n'a rien à Je voir. sais que là-bas, t'as l'habitude, Ça tu a rien à retrouves voir, tes marques avec les poubelles, mais comme à Le Marseille. gars, il mais nous bon. dit ça n'a rien à voir, quoi. Nice et Naples. Non, mais je vais. Je confirme, ça n'a rien à voir, hein, mais bon. Ah Ah ouais, oui, ça n'a rien à voir. Ben déjà, sportivement, c'est pas méchant. Ah non, mais non, mais on parle de la ville. Nous. Voilà. Voilà. Mais même la ville, non, mais même la ville, c'est totalement. Enfin, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est totalement différent. Ouais. Mais de toute façon, je dis ça. Clin d'œil à distance, Cédric. Hein, du coup, oui, c'est totalement différent. Oui. On s'est compris. On s'est compris. Enfin bon, voilà, donc suite au prochain épisode hein, pour Galtier, on sait pas trop quoi vous dire, nous on relaye, hein, voilà la revue de presse, on attend. Imaginez, Galtier vient pas. Voilà, peut-être que les rumeurs étaient pas bonnes, etc. Ça restait que des rumeurs et tout. Vous voyez choisi au dernier moment qu'il y a une surenchère ailleurs. Ouais, c'est l'équipe, si je dis pas de bêtises, c'est l'équipe donc qui parle de Peter Bosz comme plan B. Donc dans les deux cas, ça me va. Hein. Je préfère Galtier pour les raisons qu'on a évoquées depuis plusieurs semaines. Hein. Le fait que ce soit le choix le plus safe et peut-être le plus ambitieux, qui t'apporte le plus de garanties. Mais si c'est Peter Bosz, je serais pas déçu, évidemment. On sera pas malheureux, c'est clair. Ça fera un chauffe de plus. Donc en plus, messieurs, exactement. Vous serez ravis. Ah, un sosie. Un sosie. Brice, il va débarquer à Nice, il va être là, il va prendre son meilleur accent néerlandais. Il va signer les autographes au calme. En chaussettes et en birk. Oui, c'est moi, Peter Bosz. Avec son accent marseillais. Magnifique. Dégueulasse. C'est nul, c'est dégueulasse. Puisque tu parlais de l'équipe pour ce plan B de Peter Bosz, l'équipe nous apprend aussi un peu plus de choses sur l'offre que l'OGC Nice aurait faite à Christophe Galtier. Donc, à part le fameux salaire doublé sur lequel on est revenu, on a ergoté de nombreuses fois ces derniers temps, c'est également des prérogatives élargies en termes de recrutement que l'OGC Nice proposerait à l'actuel entraîneur du LOSC. Donc un peu plus de pouvoir de décision. Donc bon, il ne s'agit peut-être pas d'en faire un manager général. Moi, j'ai un peu du mal à voir Galtier dans ce rôle qu'il pouvait peut-être avoir à Saint-Etienne. Et surtout mais là, avoir Fournier délégué, quoi. Voilà, avoir Fournier qui se mettrait en retrait, on a du mal à y croire. Par contre, lui proposer une certaine autonomie sur le choix des profils en travaillant de concert avec Julien Fournier, c'est quelque chose qu'on imagine un peu plus. Ça devrait être le fonctionnement normal d'un club, même si on sait que dans le foot actuel, ça ne marche pas souvent comme ça. Mais parce que c'est ce qu'il faisait à Lille avec Campos. Avec Campos, il faisait ça. Donc Campos faisait vraiment un taf où il avait expliqué une centaine de joueurs, puis après une cinquantaine, une dizaine, et après il se mettait autour d'une table avec Galtier et ils discutaient. C'est comme ça qu'ils ont eu Osimhen, c'est comme ça qu'ils ont eu plein d'autres joueurs. Donc, est-ce que justement, en plus des comparatifs sur les villes, la propreté, le club entre Nice et Naples, est-ce que cette proposition d'autonomie dans la décision, c'est pas aussi ce qui jouerait en la faveur du projet de l'OGC Nice pour convaincre Christophe Galtier? Bah, ça rejoint ce que je disais, tu gardes un petit peu ton confort parce que tu connais déjà les bonhommes avec qui tu vas bosser. Hein. On se rappelle, c'était au moment avant l'arrivée de Vira où on avait vu Galtier en tribune avec Fournier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il resterait un peu dans ce confort-là, et puis surtout, comme on espérait et comme on en avait parlé, ça lui apporte un peu des garanties sportives aussi parce que il va avoir son mot à dire sur certains joueurs, sur le recrutement. Sur les besoins de l'équipe, donc voilà, pour moi ça paraît totalement normal quand tu dans ta tête tu vas chercher un mec comme Galtier en lui proposant un tel salaire, ça paraît juste logique qu'il ait son mot à dire sur tout ce qui est sportif. Ce serait donc un nouveau projet sur 3 ans pour l'OGC Nice, hein, toujours d'après. Bon, alors là je sais que la formule fait rire du fameux projet sur 3 ans qu'on entend depuis maintenant presque une dizaine d'années, l'arrivée de Jean-Pierre River. Mais là, tu changes d'entraîneur, forcément que c'est un nouveau projet. C'est la façon de dire, sur le contrat, probable contrat de 3 ans qu'on doit proposer à Christophe Galtier, comme on l'avait proposé auparavant à Lucien Favre et à Patrick Vieira, tu repars sur un nouveau cycle. C'est vrai que c'est toujours l'enchaînement projet sur 3 ans dont on a soupé qui fait, c'est la phrase qui fait rigoler, mais bon, c'est le comique de répétition, on va dire, en espérant ne pas avoir une nouvelle saison de transition la saison prochaine. Voilà. Ça va être infernal, ça aussi. Les déclarations, ça va être quelque chose. Je le sens venir. Après, Galtier, on s'est souvent plaint de la communication de Patrick Vieira, tout ça, et à raison.
Galtier, par contre, c'est un vrai communicant, je pense. Donc là-dessus, oui, puis c'est une mentalité lui, du Sud qui nous sied un peu mieux, sans verser dans l'extrême, genre Fred Antonetti. Mais je pense qu'on arrivera un peu plus à se parler, en fait, et à se comprendre qu'avec Patrick Vieira, et même qu'avec Lucien Favre, qui était passionnant, qui parlait souvent football, mais on sait que lui avait un peu du mal avec la mentalité du Sud, très différente, forcément, de la mentalité suisse. Enfin voilà, donc c'était notre point Galtier. Je pense que d'ici notre prochaine émission, jeudi ou vendredi, il y aura encore quelque chose de nouveau à dire. Ça finira bien par la balance, par pencher d'un côté ou de l'autre. C'est pas pour tout de suite la décision. Je pense que ça attendra de toute façon la fin du championnat. Lille étant lancé dans sa folle course vers le titre, il n'y aura pas de décision avant. Et après, il faudra convaincre Olivier Létang, le nouveau président du LOSC, de lâcher son entraîneur, même si je pense que Nice ou non, ça fait quand même relativement peu de doutes sur le fait que de toute façon Christophe Galtier va partir. Je crois que j'ai vu passer un article là. C'était ce matin et honnêtement, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir et de le lire. Mais le mec est trop occupé, quoi. Ah ouais, j'ai un travail, j'avoue. Et où Olivier Létang, il bottait en touche clairement concernant l'avenir de Christophe Galtier. Donc comme tu dis, voilà. C'est pas le moment d'en parler. À 2 matchs de la fin, non, mais avec c'est pas le moment d'en parler. Mais le titre, tu ne peux pas en parler. Enfin, mais en nouvel tout cas, actionnaire, il s'est pas mis clairement sur ses positions en disant. Il est sous contrat à la River. Il est sous contrat, donc. Voilà, il a juste botté en touche. C'est ce que j'ai vu dans le titre de l'article. Donc voilà, je pense que ça fait très peu de doute quant à l'avenir de Galtier à Lille. Très bien. Aussi, de leur côté, ils doivent travailler aussi, donc ils n'ont pas non plus envie de tout dévoiler, etc. Donc, bien sûr. Voilà, c'est normal. Ils doivent travailler pour récupérer un nouvel entraîneur. Surtout qu'ils vont jouer avec des champions, c'est encore une autre phase de négociation pour eux, quoi. C'est ça. Et puis tu vas pas choper. C'est pas comme Nice qui doit repartir encore une fois de zéro, façon de parler. Mais là, tu fais une Ligue des Champions, tu dois pas te louper sur l'entraîneur ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas possible. Après, Lille va quand même repartir aussi sur un nouveau projet sur 3 ans, cher à Jean-Pierre River, parce qu'on sait qu'avec leur dette, il y aura énormément, il y aura une lessive de l'effectif qui risque de se faire. Mais bon, ça, voilà, on s'est réservé un podcast Allez les Dogs, enfin je sais pas comment on pourrait l'appeler. On est dans Avantinissa, donc on va poursuivre sur notre cher et tendre OGC Nice avec la revue de presse Mercato. Maintenant, dernier nom, en date évoqué du côté de l'OGC Nice, c'est Romain Fèvre, donc l'adversaire brestois du week-end dernier. On reviendra évidemment sur ce match après. C'est une piste évoquée par Le Parisien, le milieu de terrain du Stade brestois, qui est un joueur extrêmement courtisé, puisqu'on en a parlé au Paris Saint-Germain, au Borussia Dortmund, à Rennes, à Leverkusen, à Mönchengladbach, au Milan, à Leeds, enfin voilà, un peu toute l'Europe se l'arrache, et les clubs d'un standing supérieur à l'OGC Nice. Brest en demanderait pour l'instant entre 15 et 20 millions, messieurs, sans parler de la qualité du joueur, qui n'a certes pas brillé contre nous, mais qui a fait notamment une très bonne entame de saison. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, le projet de l'OGC Nice, ça passe par mettre ce genre de somme sur des joueurs encore très estampillés Ligue 1, et en tout cas qui viennent de clubs sans manquer de respect à Brest, mais de clubs intermédiaires, ou en tout cas en dessous de l'OGC Nice? Ou est-ce que cette somme-là, il vaut mieux pas aller chercher des joueurs comme Kasper Dolberg? Là, je te laisse répondre, là. Brice. Là, Brice. Non, je peux te dire comme Stanley Nsoki si tu préfères, mais bon. Ouais, mais bon, là, c'est moi qui vais me suicider. C'est pareil. Oh là, le manque de respect. Ah ouais, non. Mais désolé, mais les deux, ils font une saison de merde. Oh là. Ouais. Non, mais après Fèvre, c'est encore une fois ce qu'on a répété, ce qu'on va répéter. Peut-être dans les semaines qui viennent en fonction des rumeurs, mais voilà, tu vas encore chercher un mec de Brest qui est encore jeune, qui va pas t'apporter l'expérience nécessaire, qui va te permettre peut-être de passer ce cap en future Coupe d'Europe. Et puis surtout à ce prix-là, ça fait un peu chier. Hein. Il fait une très belle saison, Fèvre, hein, sans rien enlever à son talent, tout ça. Mais alors déjà, il joue, si je dis pas de bêtises, au même poste que Guiri. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt. Et puis vu les courtisans, ça paraît compliqué quand même d'aller les chercher, et surtout à ce prix-là. Tu sais qu'il aurait peut-être davantage de temps de jeu chez nous que chez la plupart des courtisans, mais voilà, à ce prix-là, c'est peut-être un peu compliqué. Autant mettre cette somme sur un joueur confirmé. Après, encore une fois, on ne sait pas de combien sera l'enveloppe de l'OGC Nice. Si tu as une enveloppe mercato de 150 millions, mettre 15 millions sur Romain Fèvre, c'est pas la même chose que si tu en as 30 et que tu dois te contenter du fruit de tes ventes, quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, mais dans tous les cas, c'est qu'est-ce que t'apporte le joueur
pour que toi tu ailles, enfin pour que le club aille plus haut. C'est ça. Bah, disons que si c'est une de tes 10 recrues si c'est une de tes 10 recrues de l'été à 15 millions, t'as pas la même attente et la même patience auprès de ce joueur que si tu recrutes que 2 joueurs à 10-15 millions. Dans ce cas, tu sais que ces joueurs, tu dois pas te tromper et ils doivent t'apporter quelque chose immédiatement. Enfin bon, on se rappelle qu'on a mis 14 millions sur Claude Maurice par exemple. Hein. Oui, mais du coup, tu vois, Claude Maurice, justement, il en a quand même beaucoup souffert. Maintenant, il commence à révéler son potentiel, mais Claude Maurice, t'aurais mis 14 millions. Et encore, lui, il arrive quand même dans un mercato où tu fais aussi venir Dolberg, tu fais venir Ensoki, et du coup, en fait, tu mets de l'argent, quoi. Voilà, tu mets de l'argent, donc ça a un peu aidé à avoir de la patience en disant que c'est pas le seul qui est là, c'est pas le seul qui est jeune en développement, tout ça. Là, enfin voilà, je prends l'exemple de Miziane, par exemple, qui avait été le gros transfert. À ce moment-là, tu mets 10 millions sur lui. Bah, t'en attends tout de suite quelque chose. Bon, après, maintenant, on n'en attend plus rien, mais voilà, c'est aussi pas la même exigence en fonction de ton budget, du scénario de ton mercato, même si, voilà, comme tu l'as dit, à ce poste de milieu de terrain, alors il est milieu gauche, donc il est peut-être un peu plus reculé qu'un Gouiri, même s'il peut jouer comme ça devant. Tu as peut-être pas trop de place sur les ailes pour lui. Au cœur du jeu, on a déjà beaucoup de jeunes, on va pas tous les reciter. C'est peut-être un milieu plutôt expérimenté qu'on attendrait. Donc, est-ce que ça serait le plus judicieux et est-ce que ça vaut le coup de casser la tirelire ? Voilà, ça, on le verra. Peut-être s'il arrive ou s'il n'arrive pas. Et puis voilà. Tu joues une Coupe d'Europe et tu as besoin de gars expérimentés pour le rythme, etc. Enfin, d'expérimenter, des mecs qui connaissent un peu la Ligue 1, que tu prends un Fèvre, pourquoi pas ? Tu vois, c'est normal, tu peux le faire jouer quelques matchs, etc. Il fait sa quinzaine de matchs et encore que... Voilà. Mais là, tu n'as pas de Coupe d'Europe, t'as rien. Dessus, si tu poses 20 millions dessus, ça fait un peu chier quand même. Ouais, mais bon, t'as la Coupe d'Europe, t'as besoin d'avoir plein de jeunes un peu en devenir comme lui. Tu peux recruter aussi des titulaires confirmés, etc. Et tu fais une sorte de rotation où tu perds pas en qualité, tu vois. C'est ça le truc. Mais là, franchement, à ce prix-là, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a rien. Ça ne sert strictement à rien pour moi, je trouve. Alors, pas de Coupe d'Europe, tu l'as dit. Va se poser du coup la question un peu de l'évolution et la gestion d'un effectif qui était quand même assez large, à la défaveur de certains joueurs qui ne sont pas partis, d'autres qui n'ont pas fonctionné, certains qui vont revenir en prêt du Lausanne Sport. Donc, c'est un peu l'heure du bilan pour tous ces joueurs du bout du banc ou qui sont amenés à pointer le bout de leur nez dans le groupe pro. Nice Matin y a consacré un article dans le courant du week-end. On va faire un peu l'inventaire. Du coup, il y a des joueurs qui sont candidats au départ, certains plus que jamais parce qu'ils n'ont pas apporté suffisamment de garanties ou de satisfaction cette saison pour se projeter dans ce fameux projet Ineos, dans le train Ineos. Le premier, c'est un des chouchous de notre ami Brice, c'est Stanley Ensoki, évidemment, qui est, et là j'ouvre les guillemets, une grosse déception pour le board OGC Nice. Voilà, il n'avait jamais montré du coup ce qu'on attendait de lui, confirmer un peu ce qu'on avait pu entrevoir à Paris et ce qu'on en attendait à l'OGC Nice dans un cadre d'un transfert sur lequel on a quand même assez lourdement investi, probablement plus de 11 millions d'euros. Et là, c'est vraiment la sanction, c'est le couperet qui tombe pour Stanley Ensoki, puisqu'il n'est même pas question d'un prêt à Lausanne, c'est si jamais il y a une quelconque porte de sortie qui se présente cet été, le joueur ne sera pas retenu. Est-ce que pour vous, c'est trop rapide ? Est-ce que pour vous, c'est mérité ? Logique. Ouais, totalement. Brice le défend pas, je veux dire, le mec il est à terre et il se prend des shoots. Il a plus un soutien, le gars. Il a plus un soutien, le gars. non, mais attends. Moi, je sais que, sincèrement, je trouve que ce mec a pas mal de potentiel quand même. Je le préfère encore une fois à gauche parce qu'au centre, je trouve qu'il est trop un peu foufou. Il est pas posé. C'est pas comme un Danny Hughes, tu vois, où quand même il arrive à être froid, à pouvoir prendre, anticiper, etc. Donc, plus sur un côté, notamment le côté gauche. Mais après, à un moment donné, mec, on t'a donné ta chance plusieurs fois. T'as jamais su la prendre. Très certainement parce que le stress de vouloir peut-être bien faire, etc. Peu importe, il y a peut-être aussi une question de mental et tout. Mais à un moment donné, il faut que le club avance. Il faut que lui aussi avance. Il est jeune, donc à un moment donné, il a besoin de temps de jeu. Tu sais que tu n'en auras pas à Nice. Tu sais quoi, merci, au revoir. Et puis voilà. Bon, du coup, c'est moi qui vais défendre, et je vais poser la question à Cédric, c'est moi qui vais défendre Stanley Ensoki. Ouais, tout arrive dans cette émission, décidément. Le mec prêt à retourner sa veste pour créer le buzz, t'as vu, c'est moche. Putain, est-ce que Cédric, pour toi, si jamais Stanley Ensoki part en transfert sec cet été, est-ce que tu resterais pas, je vais pas dire sur un goût d'inachevé, mais tu te dirais, il y avait peut-être mieux à faire, et notamment, est-ce qu'on n'étudierait pas la possibilité de le prêter 1 an, 2 ans
à un club qui joue la montée en Ligue 2 ou qui joue en Ligue 1 même directement, pour qu'il puisse enchaîner temps de jeu et te dire bon bah si c'est même pas imposé dans un club ambitieux en Ligue 2 ou dans un club de deuxième partie de tableau en Ligue 1, c'est que le mec, on est sûr là vraiment qu'il n'a absolument pas le niveau pour l'OGC Nice. Un goût d'inachevé, c'est compliqué parce que faudrait que c'est commencé déjà. Il a vraiment il a vraiment été mauvais, et je pense qu'il y a quand même un gros problème mental avec ce joueur-là. On sait qu'il a eu qu'il a eu besoin d'un coach mental, tout ça, on l'avait déjà dit. Maintenant, en partir, une porte de sortie comme le dit Nice ce matin, c'est ok, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire une offre actuellement pour Stanley Nsoki, quoi? Moi, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un club qui pose ne serait-ce que allez, même si je dis 4-5 millions, déjà c'est inespéré actuellement peut-être pour Nsoki, tu vois, sachant qu'on en a mis plus de 4-5 millions, je suis pas sûr que le club accepte. Il y a son salaire aussi, hein. Est-ce que lui acceptera une baisse de salaire? Voilà, c'est pour ça que moi je pense que l'hypothèse d'un prêt. Mais après, le prêt, c'est à double tranchant aussi. Je te coupe, mais dans le sens où tu l'envoies en prêt chez un promu ou je sais pas, n'importe où, et il est cadavérique, bah l'affaire elle est réglée, quoi. Quand il revient, tu peux lui rompre le contrat parce que là, si déjà il a pas d'offre. Est-ce que tu auras une meilleure offre cet été, tu vois? Moi, je te dis pas, il faut le prêter en espérant avoir des meilleures offres l'année d'après, parce que je pense pas qu'en plus le sens de l'histoire là du marché des transferts, avec tout ce qu'on connaît, aille dans le sens d'enveloppe qui gonfle. Mais enfin, moi, je serais surpris qu'on ait une offre, même comme tu disais, à 4-5 millions, et qu'il y ait une offre pour lui qui soit intéressante là, qui arrive cet été. Si on a une, il faut la saisir, et c'est le sens de ce que dit Nice Matin par rapport à la stratégie du board autour de Stanley Nsoki. Mais on devra peut-être se rabattre sur la stratégie d'un prêt pour essayer un peu de lui redonner une visibilité, de donner envie à quelqu'un, enfin un autre club de miser sur lui. D'autres joueurs sont candidats au départ. Alors eux, c'est moins, c'est peut-être un peu moins, comment dire, violent, ouais, voilà. Je parle d'Alexis Trouillet, de Robson Bambou, de Dan Ndoye et de Miziane Maolida, qui eux aussi seraient sur le départ, certains en prêt, notamment à Lausanne, hein, effectivement, d'autres à qui on pourrait indiquer un peu plus violemment la porte. Je pense que, enfin, assez naturellement, on va se mettre d'accord, hein. Je pense que pour les 3 premiers, un prêt est envisageable, puisqu'ils viennent d'arriver, ils ont quand même montré un peu des choses, en tout cas ils n'ont pas eu trop l'occasion de montrer qu'ils étaient mauvais. Pour Miziane, c'est un peu plus compliqué, même si je pense en fait c'est un peu de la même façon que Stanley Nsoki. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si jamais tu as un club ambitieux en Ligue 2, en Ligue 1 qui te propose un prêt sur 1 an ou 2, ça peut t'aider à valoriser le joueur, et j'ai peut-être un peu plus confiance en Miziane qu'en Stanley Nsoki en plus. Déjà, un offensif déjà, s'il fait une saison à quelques buts, déjà, tu le valorises quoi qu'il arrive, contrairement à un défenseur où il faut vraiment qu'il éclabousse, quoi. Mais pour vous, les 4 peuvent partir en prêt. Bon, Miziane, Lausanne, même si ça rime, ça serait quand même un sacré désaveu. Je pense que lui n'ira pas en plus quand même. Par contre, pour les 3 autres, ça peut être une même solution. Pour Bambou, hein. Je trouve que c'est un désaveu. Il faut le garder, Bambou, réellement. Il faut qu'il s'adapte. Ouais, moi je pense que Bambou, je pense que voilà, on sait que la blessure de Dante a dû lui faire un peu du mal au moral parce que c'était un peu son papa, quoi. Après, maintenant, il faudra être un petit peu encore patient parce qu'on en avait parlé lors de son arrivée. On sait qu'il vient du Brésil, tout ça. Après, il va pas falloir être patient 100 ans non plus, mais au bout d'un an de penser déjà à l'envoyer à Lausanne, ça me paraît un peu prémédité. Alors, si je te dis pas à Lausanne, mais qu'on l'envoie en prêt au Portugal, par exemple, si jamais Ineos achète son club, tant mieux, ça restera à la maison. Ou comme on avait pu prêter Ibrahim Cissé et Racine Colli, notamment à Famalicão l'année précédente. Tu vois, tu restes en Europe dans un championnat qui est d'un niveau quand même beaucoup plus compétitif que la Super League suisse. Il y a la facilité de la langue et de la culture là-bas. Est-ce que ça serait pas une passerelle assez naturelle? Tu vois, tu l'aiderais un peu à se familiariser au foot européen de cette façon, en lui donnant du temps de jeu. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a Jean-Claire Todibo qui s'est rajouté dans l'équation par rapport au mercato l'année dernière. Tu as Danny Hughes qui a montré davantage de choses que lui cette saison. Donc, qu'est-ce que ça va être le temps? Pelmar, lui, qui est peut-être davantage sur le départ, à mon avis, parce qu'il a eu moins de temps de jeu que Bambou au final. Mais est-ce qu'il s'est pas fait un peu doubler dans la hiérarchie? Et est-ce que du coup, aller ailleurs, sans que ce soit une sanction, c'est peut-être l'occasion pour lui d'avoir du temps de jeu, justement, de commencer à s'affirmer? Mais après, franchement, si tu pars du principe que Nsoki et Pelmar sont 2 partants quasi certains,
Tu perds avec Bambou, tu perdrais 3 défenseurs centraux d'un coup. Ouais, je sais pas. Pour moi, dans ma tête, si tu perds Ensoki et Pelmar, Ensoki qui serait totalement logique et Pelmar à voir si c'est un prêt ou vraiment si tu comptes pas du tout sur lui et ça serait dommage. Mais pour moi, je suis d'accord avec Brice dans le sens où tu te gardes un peu en backup Danny Luke et Bambou qui peut progresser quand même parce que je pense pas qu'il soit irrécupérable comme un Ensoki par exemple. Donc moi Bambou, Danny Luke et si tu gardes Todibo en partant du principe où tu conserves Todibo évidemment, hein, mais tu gardes Bambou et Danny Luke en backup et tu prends peut-être un autre défenseur central pour encore étoffer tout ça et ça ira je pense. Ouais, je pense aussi, ça ira. De toute façon, les Brésiliens, généralement, ils mettent du temps à s'adapter déjà au rythme européen et surtout français. Donc je pense que ça sert à rien, en plus de ça, de le faire balader un peu à travers l'Europe, dans des prés, etc. Laisse-le où il est, qui s'acclimate avec l'équipe, tout ça. Il n'était pas venu pour être un titulaire de base. Enfin, Même chose, hein, moi, si ça n'avait pas été ton plus gros transfert de l'été, peut-être que tu n'avais pas le même regard sur lui. Ouais, voilà. Bon, après, c'est pas un transfert énorme, mais c'est le fait que ce soit le plus gros. Et après, c'est que 8 millions, entre guillemets. Hein. Pour Ineos, c'est des figues, hein, mais c'est le plus gros transfert que t'aies mis de l'été, quoi. Ouais, mais après, parce que voilà, brésilien, tout ça, donc forcément, tu fais un peu monter les prix. Je pense qu'à plus de ça, dans les négos, les mecs de l'autre côté, ils ont dû un peu se gaver aussi, ce qui est normal. Mais je pense même qu'il faut même pas regarder le prix, en fait. C'est plus ce que le joueur peut t'apporter, etc. Les prix, comme je dis souvent, c'est plus de la négo, donc tu sais pas ce qui a été négocié derrière. Si tu sais pas après, si en face de quand toi... on te parle du prix, c'est parce que tu sais que ça a une influence sur le traitement médiatique et populaire du joueur. Sur l'attente aussi. Hein. Encore une fois, c'est pas notre débat, ça. C'est pas notre argent, c'est un faux débat, comme tu dis. Tu sais, voilà, je pense qu'on l'a dit avec Cédric dès le début que un Sud-Américain qui avait une saison pro au Brésil dans les pattes, il arrive en Europe. C'est clairement pas pour jouer tout de suite. Ce problème, il a été balancé un peu rapidement parce que Ensoki est défaillant, parce que Dante s'est blessé, parce qu'il n'y a pas eu de recrutement d'un défenseur central expérimenté comme on le souhaitait dans cette émission. C'est ça. Donc il y a eu une exposition aussi qui a été peut-être un peu prématurée, ça s'est moyennement passé, et du coup forcément ça fait écho au prix de son transfert. Oui, vous vous rendez compte, c'est le plus gros transfert de l'été. C'est aussi, du coup, la pression d'un mercato décevant lui retombe dessus, ce qui est assez injuste. Donc voilà, c'est ce que je disais aussi. Pour un Romain Fèvre tout à l'heure, c'est que ça dépend beaucoup du contexte. Et tu vois, Claude Maurice qui est arrivé avec d'autres joueurs moins bons, aussi chers, ou avec une star comme Dolberg, ça lui a enlevé un peu de pression par rapport à un Misiane qui lui était arrivé comme le plus gros transfert de l'été aussi auparavant. Voilà, ça c'est une chose. Dernier joueur dont on doit parler, c'est Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou, malheureusement expulsé dans cette rencontre face à Brest, qui a peut-être une honte, mais on va forcément en débattre, qui a peut-être joué du coup son dernier match à l'OGC Nice, à voir quelle sanction va prendre la commission de discipline, si ça peut être ramené à un match et si départ il y a cet été. À ce sujet, l'OGC Nice, le board, le staff technique souhaiterait que Pierre Lesmelou en fasse plus. Relative déception suite à sa prolongation. On sait qu'il a été resté sur une excellente saison la saison précédente. Malgré la fin prématurée à cause du Covid, on était à 6 buts et 4 passes décisives. Cette saison, c'est moins bien, même si c'est quand même loin d'être nul. 4 buts de passes décisives. On aimerait que tous nos milieux de terrain et milieux offensifs aient fait autant, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'on en demande trop à Pierre Lesmelou, notamment ce statut de cadre qui ne colle absolument pas à son caractère et à son vécu, je pense. Et est-ce que pour vous, c'est pas sans que ce soit une sanction, peut-être comme les autres, est-ce que c'est pas naturellement la fin de l'histoire pour un joueur qui a peut-être fait le tour de la question à Nice et qui peut aller choper un contrat très correct de Ligue 1 dans un autre club avec peut-être moins d'ambition, où il aurait davantage de temps de jeu qui lui est assuré? Oui, clairement. Moi, je pense que c'est juste une fin de cycle. Hein. Ça fait quelques années qu'il est là maintenant, Lesmelou. Pour moi, c'est clairement le partant de l'été, dans le sens où il fait quand même des saisons correctes. On se rappelle de la saison dernière qui a été arrêtée avec le Covid, où statistiquement il avait fait une très belle saison. Cette année, c'est pas dégueulasse, mais on lui avait demandé, on se rappelle, hein, à l'été. Vira avait parlé qu'il fallait qu'il s'impose en cadre, tout ça, comme d'autres, et ça n'a pas été trop le cas. Donc, lui en demander trop, je pense pas. C'était juste une suite naturelle à sa bonne saison et à son ancienneté. Maintenant, il n'a pas réussi à passer le cap.
je vais pas dire qu'on lui en veut ou quoi que ce soit. Ça reste un joueur de devoir. Il a fait ce qu'il avait à faire à Nice, mais pour moi, c'est vraiment le partant de l'été à Nice. C'est le partant de l'été, comme tu dis, pareil, c'est la fin d'un cycle, il faut... c'est pas grave, c'est comme ça, c'est normal, c'est le foot. Et je pense qu'on lui en demande un peu trop, et je pense qu'on veut lui donner, comme tu disais aussi, Sky, un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as de l'expérience que forcément tu peux devenir un cadre, et tu peux pousser une équipe, et tu peux être un vrai capitaine, etc. Donc, je pense que tout ça mélangé, il faut que ça soit un peu la fin pour PLM, et qu'il aille peut-être ailleurs, dans un meilleur club ou un peu moins bien, tout dépendra de son projet à lui et des offres surtout. Mais ouais, je pense que c'est le premier joueur qui devrait partir cet été. Ouais. Bon, on verra. On sait que la question d'un départ avait déjà été évoquée l'année dernière, enfin l'été dernier, avant que, je pense, le Covid et le marché un peu particulier forcent tout le monde Ouais. à s'entendre autour d'une prolongation. Mais bon, voilà, PLM, au terme de sa 3e saison, avait déjà des envies d'ailleurs et le club n'était pas nécessairement, on va dire, voilà, fixé sur le fait de le garder ou pas. La situation se répète logiquement cet été après une saison ni la meilleure ni la pire, comme on pourrait dire. On pense à lui. Voilà, on pense à lui. Donc, bon, voilà, je pense que si jamais il a une bonne opportunité, le club ne le retiendra pas, surtout que c'est pas un joueur que tu as payé cher et que tu payes cher mensuellement à la fin, quand Josiane de la Conta lui fait son chèque. Donc, ça devrait être pas trop dur pour lui de trouver une porte de sortie. Après, comme dit Brice, ça sera en fonction de son projet. Est-ce qu'il a envie d'être dans la rotation d'un club un peu plus huppé ou est-ce qu'il a envie de jouer, de s'éclater, de s'inscrire dans le long terme dans un club un peu moins ambitieux. Ça c'est un choix qui lui appartient. On verra bien ça, mais ça risque d'être un des feuilletons de l'été également. Messieurs, je pense qu'on a fait un large tour, là, une petite demi-heure sur la revue de presse et sur l'actualité de l'OGC Nice. On va passer au terrain, on va passer au match. Cette rencontre à domicile face à Brest, remportée par l'OGC Nice, 3-2. Il y a beaucoup à dire sur ce match, tant le scénario a été assez dingue. La victoire nous sourit au bout, ça fera partie des éléments du débat. Est-ce que du coup on peut se satisfaire de cette victoire? Est-ce que ça a été un bon match de l'OGC Nice ou non? Quels enseignements on peut en tirer pour la petite fin de saison qui nous reste et surtout pour la saison prochaine? C'est l'objet de nos discussions et du débat sur cette rencontre face à Brest. J'ai envie de commencer par tout seigneur, tout honneur. Alexis Claude Maurice, triplé à la passe décisive, un match de haute volée. Enfin, c'est vraiment. Les mots me manquent en fait. C'est qu'est-ce que tu peux dire? Ouais, masterclass. Qu'est-ce que tu peux dire après une telle performance? C'est peut-être sa meilleure performance, même sûrement sous le maillot niçois. C'est pas sa première bonne performance ces derniers mois. Lui, on sent que c'est vraiment la révélation de la fin de saison et que c'est peut-être l'aiglon qui aura marqué le plus de points dans cette fin de saison qui pourtant comptablement n'a pas vraiment d'incidence. Ah bah oui, hein. En plus c'est moi ce qui me fait plaisir en plus c'est vraiment son attitude quoi. Il est en mouvement tout le temps. Tu vois que alors les passes décisives ça confirme entre guillemets tout ça, ça bonifie les bonnes actions qu'il fait et tout parce que ça va au bout. Mais il est hyper dangereux. Il peut marquer, il peut même rajouter 1 ou 2 buts sur ce match. C'est ce qu'il dit. Ça aurait été mon meilleur match si j'avais reconverti la grosse occasion qu'il a au début du match notamment. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il apporte dans le match et comme tu dis, c'est pas le premier en plus ces derniers mois. Il est vraiment sur une constante positive et c'est vraiment, je pense, comme tu l'as dit encore une fois, c'est celui qui aura marqué le plus de points sur la fin de saison et depuis l'intronisation d'Urser en tout cas. Est-ce que pour vous, Alexis Claude Maurice du coup a gagné sa place dans le train Ineos pour la saison prochaine, vu qu'il n'est pas menacé comme Nice Matin fait sa liste de joueurs potentiellement sur le départ. Là, il a gagné sa place dans le train Ineos. Il a peut-être même gagné sa place de titulaire. C'est un peu lui d'un côté qui pousse Pierre Lesmelou en dehors du 11 et peut-être en dehors du club directement par incidence. Là, on est d'accord, c'est peut-être le joueur sur lequel tu vas cocher son nom dans les premiers pour ta saison prochaine, avec un Hicham Boudaoui qui est buteur sur ce match, avec un Kefren Turam qu'on a moins vu, qui a participé à ce match aussi, qui s'est peut-être moins mis en valeur, mais qui a été solide. Là, en fait, tu as vraiment validé, dire au milieu de terrain, à part amener de l'expérience, ce que Pierre Lesmelou n'arrive pas à te donner, le talent, la compétence technique, tu l'as déjà, et c'est l'éclosion de Alexis Claude Maurice qui te montre ça.
Ah, c'est la locomotive directe de ce milieu de terrain, ça c'est sûr et certain. Le milieu, tu sens qu'ils aiment bien jouer au ballon, ils ont vraiment envie d'aller de l'avant, etc. Et voilà, il leur faut juste un espèce de papa pour recadrer tout ça et donc un mec un peu plus expérimenté qui pourra aussi gérer les temps forts comme les temps faibles. C'est ce qui a manqué aussi à Nice cette année, c'est-à-dire un milieu qui sait bien gérer ces temps-là. Et je pense que Claude Maurice ne va pas cesser de nous impressionner encore une fois pour la saison prochaine s'il est bien entouré. Vraiment, pas avec un mec d'expérience. On espère qu'il n'est pas en tout cas en sur-régime et qu'il est vraiment au niveau où... j'espère qu'il peut encore monter, hein, mais voilà, qu'il est au niveau où on l'attendait depuis son arrivée, voilà. Franchement, tu as l'impression qu'il force. Moi, sur le match d'hier, en tout cas, tu n'as pas l'impression qu'il force. C'était fluide pour lui, en tout cas. Il a repris de la confiance, en fait. C'est tellement beau, entre guillemets. Voilà, il y a eu le déclic mental, et tu le vois même dans son interview d'après-match. Alors, c'est forcément plus facile de te faire interviewer, de donner ton avis sur un match où tu fais 3 passes décisives, mais tu le sens déjà assez intelligent dans le discours, assez lucide sur ses analyses. Et en plus, voilà, le gars vient de sortir une masterclass et il te dit « Ouais, non, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû marquer et tout. » Et enfin, on se moque, et Brice le dit souvent, je suis pas sûr que les gars travaillent à l'entraînement, tout ça. On a souvent fait le parallèle dans les différents jeunes qu'on a au club en disant, bah voilà, Gouiri, le gars est sûr de lui, sans verser dans l'arrogance. On voit qu'il travaille, qu'il a une exigence envers lui-même et qu'il met tout en œuvre pour le faire. Là, tu as l'impression que ces derniers mois, en fait, Alexis Claude Maurice a pris un peu ce parti-là également, de se dire, voilà, je sais que je peux mieux faire. Maintenant que je fais mieux, je m'en contente pas. Je surfe pas sur ma convocation à l'Euro Espoir et une bonne fin de saison. Je dis, je sais que je peux faire mieux. Aussi, il faut le dire, et bon là, je vais encore amuser la galerie avec mon Pep Urcea, aussi bien aidé quand même par le fait d'avoir été enfin... Désolé, hein, mais c'est là où on voit que l'entraîneur, ça compte. En tout cas. C'est une satisfaction parce qu'il est fixé à un poste qui sied mieux à ses qualités sur la durée. Et puis surtout, Claude Maurice, même au début de saison et tout, ça a été son premier critique. Hein. Il a jamais eu une communication langue de bois où il se cachait, où on a vu quelquefois Misiane nous sortir des trucs un peu lunaires, par exemple, pour comparer avec Misiane, hein, pas sans aucune méchanceté ou quoi. Mais Claude Maurice, il a toujours été très... il a de suite vu ses carences et ses problèmes, tout ça et tout. Donc voilà, c'est bien de voir un joueur intelligent il a essayé de corriger ça. Donc l'arrivée d'Urcea lui a sûrement fait énormément de bien. Il l'a remis à sa place, il l'a remis au cœur du jeu, il lui a fait confiance. Tu vois à la fin du match Urcea qui dit que même lui, il est sûrement pas au courant de ce qu'il a sous le pied. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense que t'as un vrai potentiel avec Claude Maurice. Il va falloir vraiment maintenant lui le garder dans cette optique-là, dans cette attitude-là, et le faire monter très haut. Voilà, tout dépendra du prochain entraîneur aussi. Oui. Bien sûr. Mais bon, là, je pense que le prochain entraîneur a justement une base avec Claude Maurice sur laquelle s'appuyer et peut-être va rapidement coucher son nom au milieu de terrain et pas se poser la question de où est-ce que tu le balades, est-ce que tu le gardes, est-ce que tu donnes du temps de jeu. Donc voilà. Mais sincèrement, le prochain entraîneur, il peut mettre déjà les 3 milieux, il peut mettre un défenseur Tojibo et peut-être Camara. Si l'option d'achat est levée. Oui, si l'option d'achat est levée, mais là, potentiellement, avec cette équipe-là, tu prends... Et Gouiri, pardon, excusez-moi. Et... Attends, tu crois que tu as oublié un joueur devant et... Pas du tout. T'as oublié un poste. Non, absolument pas. Non. Explication Dolberg, évidemment. Non, me lancez pas sur Dolberg parce que ça va faire des running gags, les auditeurs vont en avoir plein le cul de moi après. Mais non, arrêtez. Ça va être notre faute en fait, s'ils en ont marre de toi. Hein, tu sais, mais... L'année prochaine, il met 20 buts annoncés. Mais putain, je le souhaite ça. Je le souhaite vraiment. On se fait chier. Merci Paga. En tout cas, on te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Non, mais c'est vrai. Tu t'imagines, franchement, imaginez un truc. Un Claude Maurice en feu, on va dire, c'est-à-dire qui prend l'ampleur de son potentiel, qui joue avec une fluidité comme à Brest. Alors pas qu'il met des triples passes décisives tous les matchs, même si on l'espère aussi ça. Mais un bon gars vraiment. Percutant, etc., avec Gouiri et Dolberg. Mais franchement, Nice, tu fais le top 4, top 5 à l'aise. Non, mais à leur prime, tu mets sur le terrain Dolberg, Gouiri, Claude Maurice, Boudaoui et le reste vraiment à leur top niveau. Bah, c'est sûr que sur le papier, ça fait rêver et c'est supérieur à pas mal de clubs. Ouais. Et donc aujourd'hui, de tous les joueurs que tu m'as dit là,
il y en a un qui est pas du tout dedans. C'est Dolberg. Ouais, mon gars. Mais même Boudaoui, par exemple, il va falloir travailler sur son côté physique. Boudaoui, c'est juste l'enchaînement des matchs le problème. Et même un garçon comme Miziane commençait à ressembler à un joueur de foot avant qu'il enchaîne les blessures. Et c'est un peu pour ça que tu désespères au final, quoi. C'était pas. Après, il faudra faire une bonne prépa. Une bonne prépa physique d'avant-saison, qui va être un peu tronquée parce qu'en plus de ça, tu as les JO, donc tu as des joueurs très certainement comme Claude Maurice, qui risque d'être concernés aux JO. Et je l'espère pour eux parce que je trouve que les JO, c'est une compétition dans le foot qu'on sous-estime trop et qui est une très très belle compétition. Donc, on embrasse nos amis des libéraux qui en ont parlé dans beaucoup d'émissions. Exactement. Mais voilà, j'espère qu'ils iront parce qu'en plus de ça, dis-toi un truc, c'est que l'OGC, n'importe quel club évolue parce que forcément tu as les joueurs qui évoluent et forcément si tu vas faire des compétitions dans ce jeu de cette envergure là, tu reviens avec de la confiance après, donc ton début de saison il démarre un peu mieux déjà, tu vois, et j'espère qu'il y aura beaucoup de joueurs niçois, quand je dis beaucoup déjà si ne serait-ce que j'ai oublié le nom, Claude Maurice et Goury, voilà, ça serait déjà énorme. Après c'est bien, c'est qu'ils vont potentiellement aller tous les deux au JO une année où malheureusement on n'est pas en Coupe d'Europe, donc ils vont pas enchaîner 60 matchs non plus, ça va leur faire une expérience. Ça te fait rater le début de la saison, il faut que le club accepte de libérer aussi les joueurs, même si c'est dans son intérêt, visibilité mais bien sûr. Tu sais que c'est compliqué de libérer quand t'es pas obligé sur des dates internationales de libérer les joueurs. Enfin bon, voilà. On verra si les joueurs sont concernés. La décision de l'OGC Nice. Pour l'instant, on parle un peu beaucoup en avance. C'est des joueurs qui risquent de faire aussi l'Euro Espoir le mois d'avant. Donc qui reprend là, ouais. C'est peut-être normal que le club ait aussi envie de compter sur ces joueurs dans l'été. Quoi la date de cet Euro là, n'empêche. Ouais, c'est n'importe quoi. En pleine saison comme ça. Putain. Même les tournois amateurs, c'est mieux géré, comme tu l'as dit. Pour en revenir à cette rencontre, il y a un autre fait de jeu, c'est l'expulsion de Pierre Lesmelou, carton rouge direct pour un attentat gravissime sur Gauthier Larsonneur qui s'est relevé dans les 10 secondes qui ont suivi. On est d'accord, c'est même pas une question de débat. C'est honteux. C'est honteux. Pierre Lesmelou essaie de frapper le ballon. Malheureusement, il ne peut pas téléporter sa jambe au-delà du gardien qui, lui, fonce les deux pieds en avant dans sa sortie. Voilà, encore une fois, c'est ça, voilà, tu l'as bien dit. Alors, bien sûr, il fait un geste où il se retourne, il envoie le pied pour essayer de marquer, mais c'est le gardien qui fonce. Il n'aura pas dans la gueule et tout. Si tu voulais marquer le coup, tu mettais un carton jaune pour dire mec, c'est jeu dangereux, et c'était déjà, je trouve, déjà sévère de mettre un carton. Mais voilà, tu te disais, bon, bah oui, geste non maîtrisé, tout ce que tu veux. Là, le rouge, le gardien n'est même avec pas, la VAR, n'est même pas blessé. Non, mais c'est ça le pire, quoi. Le mec, il va voir la VAR pour ça, quand même. Il faut se rendre compte, quand même, de la nullité du gars, quoi. C'est pas bon, je sais pas, c'est horrible. L'arbitrage français, bon, bref. Il faudrait en faire même pas un podcast, c'est une série entière, toute une saison là-dessus. Une série Netflix, on va appeler Netflix. Ah ouais, c'est dommage, carrément. En espérant qu'il ne soit pas le dernier match de Pierre Lesmelou sous nos couleurs, ça serait quand même dommage de terminer ainsi. Voilà. Non, c'est surtout après, que ça serait moche de prendre 2 matchs là-dessus, quand même. Ouais, voilà. Ça serait moche de prendre 2 matchs là-dessus quand même. Ils sont tellement cons que t'inquiète pas. Ils peuvent juste aller dans France, tu vois, en disant rouge direct, c'est 2 matchs. Et puis, quand tu vois que le Monégasque, là, je crois c'est Pellegrini ou Goebbels là, qui a pris 2 matchs, l'autre 3, c'est parti en bagarre générale, quoi. La comparaison, quand même, il n'y a pas de comparaison. Y a pas de, si tu veux, voilà, il n'y a pas de tableau où ça te dit 2 matchs. En fait, si, il y en a un, mais si tu veux, ils s'en battent les couilles. Sur un top, Bossetti qui avait pris 3 matchs alors qu'il n'avait même pas touché le. C'était quoi? C'était le Toulousain, il me semble. Ouais, Toulousain. C'est n'importe quoi. Bon, éludons rapidement cette histoire de Pierre Lesmelou, c'est un scandale, il fallait qu'on le mentionne quand même, parce que même les commentateurs de Canal trouvaient ça scandaleux, c'est dire. Quand même, parce qu'on veut pas trop les soupçonner de partialité envers le C'est pas nous qui sommes chauvins, quoi. Voilà, c'est pas nous qui sommes. Vous êtes juste chauve et pas chauvin. Pardon. C'est mignon. C'est choupi. On va arrêter là les blagues. Hein. Et l'émission aussi. Et ton contrat, vous êtes viré. Vous êtes viré. Aussi, tu vas aller passer voir Josiane. Comme dans Retour vers le futur. Partout des murs chez moi, j'ai le vous êtes viré qui sort. Le fax qui sort. Le fax, voilà. Très très belle référence. Ne parlons pas de fax à l'OGC Nice, en plus ça porte un peu malheur. Bref, voilà, pour finir sur ce match, moi je voudrais aussi revenir sur le match de William Saliba. Quand même directement fautif sur les 2 buts où il ne va tout simplement pas au duel. C'est extrêmement décevant. On en sourit aujourd'hui parce que on a quand même gagné ce match. On a gagné,
Mais bon, là, ça commence. Enfin, s'il souffre, il faut peut-être le débrancher, quoi. Je sais pas, mais est-ce que, enfin, ça me semble naturel vu qu'il arrive en fin de prêt, qu'il a sa place à Arsenal, qu'il attend, qu'il se sent peut-être un peu moins impliqué. Et je pense que c'est même pas conscient. Il y a peut-être aussi un relâchement de la pression pour lui naturel maintenant qu'il y a moins d'enjeux pour un club auquel il appartient pas et avec lequel il se projette pas. Voilà, il s'agit pas de dire que William Saliba triche. Il a vraiment, je pense, participé à sauver le club cet hiver. Il a fait des très bonnes prestations. Grâce à lui, l'OGC peut prétendre à terminer dans le top 10. Vraiment, c'est pas une critique. Mais là, par contre, sur la forme des derniers matchs, on le disait, même si, pourquoi continuer à aligner ce joueur alors que tu as Danny Luke qui demande du temps de jeu, même si là il a joué latéral droit et que c'était pas terrible. Ronny Lopez, même chose. Bon, il a marqué, tant mieux pour lui, pour sa confiance, mais quel est l'intérêt? Et là, en l'occurrence, quel est l'intérêt pour William Saliba alors que niveau performance, t'es encore fautif directement sur 2 buts aujourd'hui? Ouais, il est en retard, hein. Comme tu dis, c'est même pas, ça doit même pas être volontaire, hein, parce qu'on le soupçonne absolument pas de ça. William Saliba, on sait ce qu'il a apporté lors de son prêt. Mais voilà, là encore une fois, il est en retard sur les 2 buts de Mounier, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, c'est malheureusement pas les seuls buts où on peut lui reprocher quand même quelques trucs, hein. On pense au but contre Rennes, le but de cinglé de Terrier, contre Montpellier, si je dis pas de bêtises aussi, il était un peu en retard sur le joueur. Donc ça fait quand même 4-5 buts qui sont en grande partie pour lui. Pour lui, ouais. Et surtout, voilà, on l'a dit et répété, il n'y a pas d'intérêt sportif aujourd'hui, c'est juste là faire du social, de se dire, bah ok, t'es venu en prêt, on va le respecter jusqu'au bout et te faire jouer, mais c'est uniquement là faire du social dans ces cas-là, parce que sportivement, il n'y a pas d'intérêt de le faire jouer. Ou alors t'es vraiment optimiste sur le fait d'avoir une prolongation du prêt de Saliba, quoi. Mais bon. Mais est-ce que là, si tu prolonges le prêt de Saliba, ça veut dire que t'es pas sûr de garder Todibo déjà, premièrement, et ça, je refuse totalement. Si, ça veut dire que si, je refuse totalement. Ça veut peut-être dire par contre que tu fais partir Bambou en plus, et numériquement par rapport à ce qu'on disait en début d'émission, tu t'y retrouves comme ça. Mais ça veut dire aussi que l'année prochaine, tu mets Dante sur le banc, quoi. Ou tu crois pas du tout au retour de Dante, en tout cas. Bah, Dante, il va revenir, mais dans quel état? Et de toute façon, il lui reste 1 an de contrat. Il y a peut-être un moment où il va devoir arrêter de jouer 38 matchs dans la saison et partager le temps de jeu. Mais ça reste c'est déjà ce qu'on voulait. Ouais. Après, c'est vrai que c'est déjà ce qu'on voulait cette saison, qui commence à passer la main et à préparer la suite. Ça ne s'est pas fait pour les causes de blessures qu'on connaît. C'est repoussé d'1 an. Donc, en plus de notre souhait de cette année, tu as l'incertitude par rapport à son retour, même si on voit qu'il travaille très très bien, il revient très vite et très bien, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas bien aussi d'avoir 3 défenseurs de haut niveau dans un club, pour être sûr que sportivement, tu puisses, même si t'as pas l'Europe, enchaîner les matchs sans perte de performance abrupte, comme on l'a connu justement cette saison après la blessure de Dante. Oui, mais dans ces cas-là, tu rétrogrades encore un mec comme Danny Luke dans la hiérarchie, ou alors tu le balades à droite, comme on a vu là, et perso, ça me ferait chier de voir un mec comme Danny Luke soit rétrogradé, soit baladé à d'autres postes que là où il a été impressionnant. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, Danny Luke, faut arrêter qu'il aille à droite aussi. On est en train de le tuer, je pense, en faisant ça. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais le truc de Saliba, c'est aussi la suspension de Lotomba qui explique sa titularisation à droite. Ouais, d'accord. Il y avait d'autres solutions, je te l'accorde. Voilà. Mais en partie. Tu peux mettre Attal à son poste et donner du temps de jeu à Ndoye ou Selouki, par exemple. Exactement, tu vois, par exemple. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour revenir à Saliba, il faut voir aussi l'avenir de l'entraîneur à Arsenal. Il faut voir aussi la volonté d'Arsenal. Est-ce qu'ils finalement ils veulent le vendre parce que ça commence un peu à être la merde pour Arsenal. Tu les récupères pas là. Ouais, c'est impossible actuellement. Oui. Il a été très bon, tout ce que tu veux et tout. On remet pas en cause tout ça, mais actuellement, si quelqu'un repose 30 millions sur Saliba, il est un petit peu cinglé quand même. Je pense que sincèrement, les prix là, qu'on nous balance, etc. et tout, notamment avec le coût du Covid, notamment avec les sanctions pour l'instant financières et sportives par rapport à la Super League, l'UEFA, etc. et tout, pour l'instant, on est dans un flou total. Mais tu peux pas enlever à un club la volonté de dire tiens, j'ai peut-être envie de le vendre, etc. Après, à quel prix et tout, à voir.
mais il faut voir aussi du côté d'Arsenal ce qu'ils veulent en faire du joueur. On sait que David Luiz n'a pas été prolongé, a priori Arteta dit que c'est pour faire la place, mais comme tu dis, selon l'avenir de l'entraîneur aussi, tu peux voir débarquer un nouvel entraîneur qui va dire non, je compte pas sur lui, reprêtez-le une saison à Nice. Peut-être pour ça qu'au club on joue la carte aussi de le faire jouer un maximum. Et puis dans un prêt, tu as aussi t'as plusieurs clauses, et tu peux avoir aussi les clauses de nombre de matchs joués, sinon le club se prend une amende, etc. Enfin, une amende c'est vrai. Oui, il y a un surplus. Un surplus, voilà, tu vois, un truc comme ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, et peut-être qu'on ne saura même jamais le terme du contrat, etc. Mais je pense que s'ils font jouer Saliba, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière. Tu ne joues plus rien. De toute façon, que tu sois 8e, 10e ou 12e, c'est la même. Or, peut-être pour les droits télé, à la limite, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Ouais, pour la pub, un petit peu quand même, de se dire. Ouais, pour la 8e, pub. voilà. Ouais, mais 8e, 9e, est-ce que. De toute façon, on va en parler de ce classement, justement. C'est comme ça qu'on va terminer notre émission. Prochain match pour l'OGC Nice face à Strasbourg. C'est le multiplex pour les 2 dernières journées. Donc, c'est dimanche 21h. Nouveau match à la maison, le dernier de la saison, même si pas de retour au stade, malgré l'assouplissement des conditions sanitaires. Mais bon, ça sera pour la saison prochaine. Donc, dimanche 21h. Nice, pour l'instant, est 9e, 49 points. Montpellier est 8e avec 50 points et va recevoir Brest. Est-ce que pour vous, on a de quoi rattraper ce point qui nous manque par rapport à Montpellier, ou est-ce que, en étant sérieux contre Strasbourg, et qu'importe après le résultat du match à Lyon, qui aura peut-être d'autres enjeux pour les Gones, est-ce que cette 9e place, du coup, on va y rester jusqu'à la fin de la saison? À voir, parce qu'il y a Montpellier joue Paris avant Brest. Ils ont la Paris en coupe. Ouais, ils jouent Paris en Coupe de France. C'est un déplacement à Nantes, le dernier match. Nantes qui jouera peut-être son maintien, sa survie à ce moment-là. Donc, non, mais je pense qu'ils vont envoyer des armes. Quand je veux dire la coupe, c'est que je pense qu'ils vont envoyer des armes. Si je dis pas de bêtises, c'est mercredi, jeudi. Tu penses qu'ils lâchent le match contre le match contre Brest, à une place, à un match d'aller en finale, il faut vraiment être con de le lâcher, le match. Bah c'est ça. Je dis pas face à Paris. Non, il parle de Brest. Ouais. Il parle de Brest. Mais je pense que du coup ils vont envoyer toutes leurs forces possibles contre. T'étais en demi-finale de coupe, même si c'est Paris en face, tu sur un match, et puis Paris ils ont un peu la tête dans l'eau là. Donc je pense qu'ils vont envoyer toutes leurs armes. Et ça peut être un peu préjudiciable contre Brest, notamment physiquement. Donc ils peuvent, je dis pas qu'ils peuvent perdre contre Brest parce que c'est à la maison et que Montpellier joue quand même bien au ballon, mais ils font un match nul et toi tu fais le taf contre Strasbourg. Et Brest, tu leur mets, a priori n'est peut-être pas tout à fait sauvé. 3 points d'avance sur le barragiste, c'est pas mal. Mais tu leur passes devant avant le dernier match, tu leur mets. Alors ça changera absolument rien, mais tu leur mets un petit coup de pression, c'est-à-dire que tu leur es passé devant. Ouais. C'est juste histoire de finir un peu avec de l'enjeu, quoi. Mais c'est vrai que Montpellier, je crois cette 8e place. Voilà, ils jouent quand même 2 clubs qui vont jouer leur survie. On s'est donné ce moyen-là parce que Brest, du coup, n'a pas gagné. Donc c'est aussi un peu grâce à la performance des Aiglons le week-end dernier que Brest est encore un enjeu pour cette fin de saison. À voir. Selon vous, il faut prendre combien de points sur nos 2 derniers matchs pour espérer 6-4, je pense. Prends tout. Fais-toi plaisir. Sachant qu'on a une meilleure différence de but que Montpellier. On est à -2, ils sont à -3, donc on n'a pas un point en moins par rapport à eux. Moi, j'irais 4, et en plus, c'est à peu 4, près... il faut taper Strasbourg, quoi qu'il arrive. Déjà, l'affaire, elle est réglée si t'as pas battu Strasbourg, en fait. Parce qu'après, à Lyon, Lyon, ils vont jouer quelque chose jusqu'au bout. Donc le taf, il faut le faire face à Strasbourg, et après, voir... T'as pas ton destin, entre guillemets, c'est juste une 8e place, il n'y a pas d'enjeu, mais t'as pas ton destin entre les mains, si on peut dire, parce que si Montpellier prend 6 points, l'affaire, elle est réglée, et tu restes 9e. Effectivement, on a 3 points d'avance sur le FC Metz qui est 10e, donc sauf accident de parcours face à Strasbourg, ce qui serait un peu dommage. On devrait rester à cette 9e place, c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de regarder en bas. Puis Metz n'est pas non plus dans une dynamique très très bonne. Ils ont quand même pris 3-0 à la maison face à Nîmes ce week-end, donc a priori pour eux ils sont vraiment en vacances. Donc voilà, dernier enjeu, au-delà des enjeux personnels comme on en a parlé pour Claude Maurice, tout ça, c'est cette 8e ou cette 9e place. Et au final, on va conclure là-dessus. Si on vous avait dit au mois de janvier, ou même au moment du changement de coach, avec l'arrivée du coup d'Adrien Orcia à la place de Patrick Vieira, on vous aurait dit à la fin de saison on va jouer la 8e ou la 9e place.
est-ce qu'on n'aurait pas signé de suite? Non. Non, Non, clairement. au mois de janvier, là, quand t'es à jouer Quand le on était à la 21, cave quand t'es à la complet, cave, ouais, on te dit t'inquiète pas, en mai, tu finis 8e ou 9e. Je pense qu'on aurait bah, tous c'est vrai signé qu'on avec notre sang. on Quoi. Tu on a perds, tu perds. transpiré, on a transpiré quand même, il faut se rappeler. Hein. Non, c'est Ouais, vrai. d'accord, mais tu perds là, sur la deuxième partie de saison, tu perds bêtement contre Dijon. Je crois même que tu joues 2 fois contre Dijon, là, la deuxième partie de saison. Bah, il me c'est ça en semble. fait qui frustre. Voilà. Je te Voilà, coupe rapidement, mais sans parler du reste de la saison quand même, qui a été, on le rappelle, catastrophique. Tu rajoutes ne serait-ce que les 6 deux points. victoires contre Dijon que tu aurais dû faire sans souci. T'étais à la lutte pour une place à l'Europe potentielle, quoi. Donc Franchement, t'étais à la 5e, 6e place. juste en parlant de ces 2 matchs contre Dijon, hein, on parle d'aucun autre match. Ouais. Hein. Tu prenais 6 points contre Dijon, t'étais à 55 points, c'est-à-dire t'étais ex aequo avec Rennes qui est 7ème et qui se bat à l'Europe. Voilà. Donc au final, en fait, t'as un peu de regret de pas avoir joué l'Europe jusqu'à la dernière journée. Mais si tu finis 8e, allez, 7e, 8e, en fait, et encore une fois, moi je vous posais pas la question par rapport à nos ambitions au mois d'août, mais vraiment par rapport à lorsqu'on était Quand on vraiment était à la cave, à la cave, tout ça, on te dit t'inquiète, on va recruter 2 bons joueurs au mercato et on finit 8e. Je pense que personne, je pense que personne n'y croyait. Enfin, tout le monde aurait dit oui, tout de suite, quoi. Pas de problème. Ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Voilà, ça fait pas rêver, évidemment. Hein, ça fait rêver personne. Mais t'as par limité la rapport casse. Au final, t'as tu vois. Voilà, exactement. T'as arrêté Ouais, l'incendie, t'as fini 8ème. Si tu finis 8ème, voilà. Même si tu finis 9e. Ça sera hein. moindre mal, quoi. Moindre mal. Tu finis la première partie de tableau, on va dire. Bon, ben voilà, ok, ça va, c'est pas. Tu as éteint C'est pas l'incendie ouf, et mais c'était ouais, voilà. la mission de ce triumvirat, du coup, Adrien Urcia, Didier Digard et Fred Joria qui l'auront accompli, peut-être pas brillamment, mais en tout cas qui auront fait le taf, et ça c'est l'essentiel. Il sera toujours temps de faire le bilan de cette saison dans 2 semaines, du coup, à l'issue des 38 journées et de ce match face à Lyon qui clôturera donc cette saison 2020-2021. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette petite heure d'émission, et on avait beaucoup de choses à dire. En plus, c'était assez positif. On a eu un beau match, un beau scénario, une belle réaction. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait qu'on soit remonté au score et puis à 10 contre 11, mais bon, voilà, c'est un peu trop tard maintenant, effectivement, par rapport à la saison, de montrer ces valeurs-là. On aurait aimé que ça soit le cas depuis 3 mois, mais on va pas bouder notre plaisir. On finit bien, on verra à quelle place, mais la saison aura un goût peut-être un petit peu moins amer grâce à ça. Mais si on se retrouve fin de semaine pour l'avant-match face à Strasbourg, d'ici là, portez-vous bien, en espérant une petite passe décisive sur Christophe Galtier, qu'on ait quelque chose à vous dire en début d'émission. Et puis, Issa Nissa.